Éric Piolle, évidemment qu'on ne présente plus et qu'on félicite parce que voilà, Grenoble est passé, a été désignée capitale verte européenne 2022. Félicitations monsieur le maire, que j'invite à me rejoindre sur scène, si vous voulez bien, pour 10 minutes sur voilà, Grenoble capitale verte européenne. Je vous en prie, Éric Piolle, sous vos applaudissements. Soyez le bienvenu. La scène est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Quelques petits mots effectivement dans ces 10 minutes sur l'aventure Grenoble Capitale Verte, pourquoi on y a été, pourquoi on a gagné peut-être, et aussi qu'est-ce que ça permet pour l'avenir. Donc Capitale Verte, c'est un concours qui a été lancé par l'Union européenne il y a une quinzaine d'années maintenant, qui a pris un énorme essor depuis 5-6 ans, et qui vise à choisir une ville en Europe. Donc c'est un peu différent de Capitale de la Culture, où là il y a une planification des 27 États qui vont tourner 2 États par 2 États pendant 14 ans, et c'est juste à chaque État de choisir la ville qu'il va mettre en avant. Là c'est l'idée de reconnaître à la fois le travail qui a été fait, la trajectoire sur laquelle nous sommes, et puis de se servir de ça pour avoir des points un peu focaux pour l'Union européenne, pour des échanges. Donc nous accueillons cette année plus de 400 délégations internationales. Donc c'est un flux continu qui nous sert d'ailleurs à nous aussi, parce que ça permet d'avoir plein de gens qui viennent partager leur expérience et de pouvoir puiser dans ce qui est fait à l'extérieur. Alors pourquoi capitale verte européenne? Notre objectif était de se dire que même si on est pionnier et que Grenoble est devenue capitale du vélo, même si nous produirons en fin d'année l'équivalent de la consommation électrique des Grenoblois en électricité ni fossile ni nucléaire grâce à notre société d'économie mixte, même si notre réseau de chauffage urbain est maintenant à 85% d'énergie renouvelable. Tout ce travail qu'on a fait, ou également sur l'alimentaire, puisqu'on a 2 repas végétariens dans les cantines et qu'on a lancé notre menu standard végétarien cette année en septembre, nous sommes encore loin du compte et loin de la trajectoire de la COP21. Et donc notre objectif était de se dire, voilà, il faut à la fois pour sortir un peu de cette éco-anxiété qui est là, latent dans la société depuis quelques années et qui a sans doute pris une ampleur nouvelle encore cet été. Pour sortir de ça, il faut déjà se dire qu'il faut sortir de la paralysie, et donc c'est par l'action et une vitesse dans l'action qui donne confiance, et qui donne confiance dans la capacité à travailler ensemble et donc à passer des barrières ensemble. Donc ça, premier objectif, être fier déjà de ce qu'on a fait, parce que c'est ça qui donne la pêche pour pouvoir aller plus loin et pour porter ces défis absolument incroyables qu'on a devant nous de façon suffisamment enthousiaste, joyeuse, et de partager un diagnostic là-dessus. Donc c'est une volonté très forte autour de ça. Deuxième ambition, c'est donc de sortir de l'ignorance et donc franchir des nouveaux caps dans la prise de conscience. Notamment, je pense à la prise de conscience du budget carbone, où je pense que l'ensemble des décideurs, qu'ils soient économiques, ou qu'ils soient du monde du sport, de la culture et des leaders politiques, sont encore très loin de cette prise de conscience d'un budget carbone. C'est-à-dire tout le retard que nous prenons, à la différence peut-être des débats qu'on peut avoir sur je sais pas, des conquêtes sociales. Là, tout retard qui est pris, en fait, fait monter la montagne qui est devant nous, donc augmente la pente et va générer des transformations avec de plus en plus rapides, de plus en plus violentes aussi, parce qu'avec de moins en moins de moyens de les accompagner. Et ce que nous vivons sur la crise énergétique n'est sans doute qu'un prémisse de ce qui va nous arriver dans différents domaines, et sur l'énergie, mais également ça va arriver sur l'alimentation, sur les concurrences foncières, etc. Et donc monter ce degré de prise de conscience, c'est important pour nous. Et puis l'autre volet, c'est de se dire comment agir tout de suite, et éviter de se retrouver dans, pour moi, ce qui est l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les débats qu'on a sur le modèle agricole, où finalement il y a une confrontation extrêmement violente de 2 systèmes, avec nos 500 000 ou un peu moins de paysans qui sont broyés dans cette confrontation, sans porte de sortie par le haut, et donc avec une confrontation toujours plus violente. Donc on a lancé cette démarche en 2019, notre candidature,
en créant un conseil scientifique. On a 60 000 étudiants à Grenoble, mais aussi énormément d'enseignants-chercheurs. Donc on a rassemblé une quarantaine de scientifiques transdisciplinaires, des sociologues, des économistes, évidemment des glaciologues et des spécialistes du climat. Un conseil scientifique pour nous accompagner. Nous avons lancé un comité des partenaires avec plusieurs centaines d'entreprises qui, du coup, se sentent partie prenante de cette transformation. Et donc, c'est pas un espèce de truc qui vient les frapper sur le côté, mais c'est bien une partie prenante dans laquelle ils se sentent acteurs, quel que soit leur domaine de production. Évidemment, on a là beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui autour des questions de mobilité, autour des questions d'énergie, autour des questions d'efficacité énergétique. Mais en fait, ça révolutionne tous les secteurs de production de biens et de services. Et puis, ça nous a permis aussi d'associer le monde de la culture et du sport, qui est resté un petit peu sur le côté, je pense, dans ces transitions. Alors, il y a évidemment, on a tous en tête les extrêmes du monde professionnel avec les sports d'hiver à Pékin, 100% de neige artificielle. C'était 90% à Pyongyang, c'était 80% à Sochi, et maintenant c'est 100% de neige artificielle. Peut-être que les prochains Jeux d'hiver se dérouleront au Qatar, où va en tout cas se dérouler la Coupe du Monde dans des stades climatisés dont la construction aura coûté la vie à plus de 6500 personnes. Donc on a ce monde professionnel-là qui doit faire un virage, une transformation majeure, mais tout le monde professionnel et du sport et le monde associatif du sport doit aussi s'engager dans cette transition. Ça permet de les mettre en route, et également le monde de la culture qui commence à penser ces modes de production, ces modes de déplacement des compagnies, ces modes de réutilisation, de mutualisation des décors, etc. Donc beaucoup d'éléments assez intéressants autour de ça. Se fédérer et fédérer le territoire, puisque évidemment une ville est tout sauf un territoire en autarcie. Nous sommes dans un grand territoire et en fait absolument pas indépendant ni en alimentation, ni en énergie, ni en gestion de nos déchets, ni en rien. Donc ça nous permet là de créer du lien avec le parc régional de Chartreuse, le parc régional du Vercors, avec le département, avec les autres institutions, et donc créer du lien autour de cela. Donc, dans cette capitale verte, on a décliné, il y a 12 thématiques qui passent de l'atténuation du changement climatique, mais aussi de l'adaptation. Et je crois que ce que nous avons lancé sur l'adaptation avec la végétalisation en ville, la dévégétalisation des cours d'école, avec les points de fraîcheur, on a fait une cartographie des îlots de fraîcheur, donc énormément de choses qu'on avait lancées en 2018. On voit et on a vu cet été à quel point c'était important, à quel point ça peut permettre de faire émerger la question sociale, à la fois sur les émissions. Je rappelle que les 50% les moins aisés en France émettent 4 tonnes de CO2 par personne. Les 10% les plus aisés émettent 18 tonnes de CO2 par personne. Ça veut dire que pour les 10%, ils doivent diviser par 9 leurs émissions de gaz à effet de serre dans les 20 prochaines années, là où les 50% de la population la moins aisée doit diviser que par 2. Donc ça permet de mettre sur la place publique cette dimension sociale, et donc aussi de mettre en place des politiques publiques qui visent à sécuriser le changement pour ces 50% les plus fragiles. Nous ne ferons rien dans la conduite du changement si nous oublions que nous devons, sur ce chemin, sécuriser la conduite du changement, et pour les plus fragiles. Et je crois que le Covid, puis les crises de canicule, ont accentué cette notion-là. Quelques petits éléments de prospective. Quand on s'est intéressé à cette démarche Capitale Verte, nous sommes tournés vers ceux qui avaient été Capitale Verte, voir qu'est-ce que ça générait comme effet dans le long terme. C'est ça qui nous intéressait, que ce soit pas un événement. C'est pas un événement, c'est une démarche qui va nous projeter vers le futur. Et comme la ville de Essen, qui était Capitale Verte dans la Ruhr en 2017, c'est encore ça qui leur sert le fil rouge à l'action en 2022. Et en fait, nous avons lancé sur cette base, c'est un point d'appui pour se dire voilà comment on se tourne vers 2030 et 2040. On a choisi Grenoble 2040 parce que les enfants qui naissent cette année en 2022, il faudra qu'ils soient neutres en carbone quand ils sont à l'âge adulte, avec peut-être un défi supplémentaire, c'est que pour l'instant, nous pensons que la neutralité carbone est autour des 2 tonnes par personne, mais que d'ici 2040, si les puits de carbone que sont les océans et les forêts sont fragilisés, peut-être que la neutralité carbone ne sera même plus à 2 tonnes, mais peut-être encore plus basse.
Donc ça permet de stimuler, dans l'action concrète, mais de stimuler le débat public pour être sûr que les changements qui peuvent paraître radicaux, évidemment, on fait des changements radicaux, évidemment, ça crée du conflit, mais pour être sûr qu'on n'oublie pas la perspective de moyen terme et qu'on arrive à la lier avec les enjeux sociaux de transformation de nos modes de vie. Donc on ne parle jamais d'urgence, du coup, on parle de ce que nous voulons faire ensemble, c'est quoi le monde dont on veut advenir, et ça fait, je crois, une énorme différence, plutôt que de jouer, ou de parler d'urgence et donc de s'appuyer sur la peur. Je crois qu'on est plus actif quand on se tourne vers nos désirs collectifs et individuels, et donc nos arbitrages sociaux qui en découlent. Merci. Merci beaucoup.